Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nous remercions très chaleureusement notre comité scientifique international pour leur lecture avisée en double aveugle. Julie Abou, Sciences du langage, Aix-Marseille Université, Laurence Béliès, Ergonomie, Aix-Marseille Université. Laurie Berg-Carlson, School Psychology, Université de Regina, Canada. Luc Bichelet, Sciences du langage, Avignon Université. Philippe Blanchet, Sciences du langage, Université Rennes 2. Laurence Buzon, Sciences du langage, Université Grenoble-Alpes. Stéphanie Claire, Sciences du langage, Université Rennes 2. Hélène Cross-Spinelli, Sciences de l'éducation, Université Lumière Lyon 2. Alain Di Meglio, Culture et langue régionale, Université de Corse Anne-Marie d'Invaux. Sciences du langage, Avignon Université Joachim Dolzmestre, Sciences de l'éducation, Université de Genève. Véronique Filleul, Sciences du langage, Université de Nouvelle-Calédonie. Claudine Moïse, Sciences du langage, Université Grenoble. Alpes. Christine Noël Lemaître, Philosophie. Aix-Marseille Université. Pascal Otavi, Sciences de l'éducation, Université de Corse Parien de Buterlin. Philosophie. Aix-Marseille Université. Fanny Rinck, Sciences du langage, SP de Grenoble. Marielle Rispel, Sciences du langage, Université Jean Monnet Tinros. Philosophie. HESSO Vallée Wallis. Marine Totozani, Sciences du langage, Université Jean Monnet. Sandra Tomk, Sciences du langage, Université Jean Monnet. Valéria Villa-Pérez, Sciences du langage, Université Jean Monnet. Notre comité de lecture, pour leurs conseils précis. Spomenka Alvire. Mireille Créa. Étienne Dinvaux. Yoko Dinvaux. Claudine Dreuil. Claire Pomato. Isabelle Vidal. Notre conseiller éditorial, Serge Roca. L'auteur de notre couverture, Olivier Pic. La couverture. Pourquoi le tout-tout ? Dessin du coquillage de la couverture, pour son lien avec la parole dans les cultures océaniennes. Il ponctue les cérémonies traditionnelles et marque la respiration du temps. Casarero. Il est sur la flèche fêtière de la case Kanak, sur les embarcations. Il sonne l'appel au rassemblement des groupes sociaux, il symbolise l'unité du groupe. Instrument à vent, il ouvre les danses, il est le symbole du vent et du souffle de la parole. La parole est omniprésente pour les Océaniens, transmet la mémoire et les savoirs, y compris scientifiques et techniques. Elle assure le lien, structure le tissu social et est au cœur des rituels. La parole de vie, dans le mythe kanak, articule l'univers et crée le monde des hommes. Publié avec le soutien d'ICTT, Avignon Université. Préface. Les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et l'aiguillon. Cet ouvrage sur la bientraitance linguistique répond à plusieurs objectifs. Impulser la réflexion sur la notion de bientraitance dans les sciences du langage. Observer les pratiques langagières et les politiques linguistiques depuis le point de vue de la bientraitance, et non seulement depuis celui de la maltraitance. Ce faisant, interroger la notion de norme. En 1943, dans sa thèse de médecine, Canguilhem 2013-1966, remettait en cause plusieurs représentations largement dominantes. La définition de la bonne santé opérée à partir de la pathologie, l'usage de critères essentiellement quantitatifs pour distinguer le normal du pathologique, la capacité à évaluer l'état de santé d'une personne sans prendre en compte le point de vue de celle-ci sur son propre corps. Depuis, les enseignements de ce philosophe et médecin ont inspiré plusieurs domaines de connaissances, en particulier l'ergologie, analyse de l'activité humaine dans les situations de travail. Les sciences du langage, de l'éducation ou la sociologie de la migration donnent aujourd'hui une place importante à l'observation, à l'analyse et la prise en compte des potentialités et des stratégies des protagonistes dans les situations de communication, d'enseignement-apprentissage ou de mobilité. L'évaluation des compétences et l'analyse des pratiques, lorsqu'elles sont faites en contexte, permettent d'éclairer les empêchements d'agir, les contournements de ces empêchements, les reconfigurations opérées par les individus ou par les groupes, en particulier lorsqu'ils sont stigmatisés et locuteurs de langue minorée. Depuis les travaux de William Laboff, 1976, l'insécurité linguistique est une notion connue au-delà des sphères de la sociolinguistique et des sciences du langage, notamment dans les milieux de l'enseignement ou de la formation,
et plus globalement dans le monde social, les associations, les organismes sociaux, etc. Depuis plusieurs décennies, nos enquêtes régulières auprès de personnes migrantes et apprenantes nous confrontent de manière récurrente à de nombreuses formes d'insécurité linguistique. Peur de parler, peur de se tromper, qui se traduisent par une multitude d'attitudes et de stratégies d'évitement, peur de sortir, recours aux enfants traducteurs, Esquivel 2012, et dans les cas les plus extrêmes par un absolu mutisme, Gadet 2003, Bichelet 2011. Nous observons à maintes reprises des attitudes ou comportements négatifs et déplacés, volontaires ou non, de la part de personnes dans le travail social, l'enseignement, l'administration. Tutoiement envers une personne migrante, un jeune ou ton extrêmement condescendant employé dans le cadre de certaines formations, actions sociales ou au guichet de certaines administrations. Des motifs et des idéaux linguistiques douteux sont utilisés pour justifier les politiques migratoires. DGLF-LF 2005, Candide 2005, et cela débouche sur des violences sociales, matérielles ou symboliques, exercées par des personnes ou des institutions sur d'autres personnes ou groupes. Mais nous observons également des reconfigurations multiples. Des élèves offrent un étayage linguistique et culturel à des stagiaires venus de l'étranger et progressent ainsi dans leur propre langue, Dinvaux 2004. Des enseignants et des enseignantes aménagent leur enseignement pour mieux accueillir leurs stagiaires, et cela a des répercussions positives inattendues sur les apprentissages de leurs élèves, Dinvaux 2009. Les personnels administratifs des mines de nickel, en Nouvelle-Calédonie, déploient leurs compétences plurilingues et interculturelles pour une meilleure inclusion des personnels techniques venus de l'étranger, Morel Lab 2014. Pour faire de ces fils tenaces mais épars un filet conceptuel solide, nous devions nommer la notion à l'œuvre, c'est chose faite. Par cet ouvrage sur la bientraitance linguistique, nous espérons soulever et approfondir de nombreuses questions. Comment la définir? Comment la mettre en œuvre? Quelles sont les différences entre bienveillance et bientraitance? La bientraitance est-elle le pendant de l'insécurité linguistique ou celui de la maltraitance, de la glottophobie, Blanchet 2016? Entre-t-elle dans le champ de la didactique? Peut-on la mettre au compte des stratégies affectives? Quelles sont ses résonances dans le champ socio-juridique? L'article d'Anne-Marie Dinvaux constitue un défrichage épistémologique de la notion et souligne sa pluridisciplinarité, son histoire récente ainsi que la contribution philosophique du monde occidental contemporain. Anne-Marie Dinvaux analyse les multiples déclinaisons de sa mise en œuvre dans les activités humaines, de recherche, de soins, d'éducation ou d'accompagnement social, soulignant ainsi les deux versants de la notion, la connaissance et l'action. La bientraitance linguistique dans les gestes professionnels. Deux éléments sont communs à l'article d'Hélène Cross-Spinelli et Marielle Rispel et à celui d'Anne Morel Lab. D'une part, une plus grande symétrie dans la relation enseignant-élève est désignée comme l'une des composantes de la bientraitance. D'autre part, l'informel est invité dans la classe et devient un outil systématique et structurant, une nouvelle norme enseignante. Hélène Cross-Spinelli et Marielle Rispel s'intéressent aux évaluations formatives à des moments multiples de l'apprentissage. Les types de plurilinguisme mis en œuvre, l'usage de la langue d'origine, l'impact de la relation asymétrique apprenant-professeur qui potentialise le sentiment d'insécurité linguistique, etc. À partir d'observations et d'enregistrements d'une classe d'anglais en REP, elles analysent comment les modes d'évaluation participent d'une attitude bientraitante et offrent un étayage qui structure les apprentissages. Anne Morel Lab analyse les effets de l'introduction de conversations informelles mais ritualisées dans les cours. Elle explique comment, à travers des dispositifs enseignants qui développent des stratégies communicationnelles déjà présentes, on peut pallier les méconnaissances, permettre d'apprendre la langue du pays d'accueil et surtout, préserver la face d'élèves adultes afin de mieux les inclure. Enfin, elle montre également qu'insécurité et souffrance linguistique ne sont pas toujours corrélées. À travers l'exemple d'apprentissage langagier en Algérie, Mohamed Enaher analyse l'articulation de la bientraitance linguistique et des enseignements-apprentissages, ainsi que l'interdépendance entre le bientraitant et le bientraité, envisagés comme des finalités éthiques. Il observe les échanges collaboratifs entre élèves, les interactions verbales, les étayages entre les élèves affranchis des rôles genrés habituels, constituant ainsi la ZVP, zone de volonté de partage, espace pour les apprentissages linguistiques, citoyens. Karima Gouaïch analyse la complexité des difficultés des élèves,
et recense les gestes enseignants de la bientraitance linguistique. Elle montre en particulier combien le silence, souvent peu analysé dans les travaux de sociolinguistique, en fait partie. L'écoute active, l'absence d'interruption, le respect de la phase silencieuse de l'élève, l'évaluation d'acquisition sans avoir recours à la production orale, le mime. Elle observe les micro-ajustements des gestes enseignants, en particulier les équilibrages entre objectifs d'apprentissage disciplinaire et linguistique. Des apprenants protagonistes essentiels de l'activité d'enseignement-apprentissage. Magali Janin souligne une double difficulté sur le plan de l'inclusion des élèves dans les classes françaises. Celle de la conception qu'a l'enseignant de son pouvoir d'agir, mise à mal par des prescrits contradictoires qui lui sont donnés en matière de normes linguistiques, et celle de l'élève migrant sans cesse désaffilié, exclu par la prééminence donnée à la performance linguistique en français. Elle invite, pour sortir de cette impasse, à lâcher prise et à privilégier un bricolage inventif, didactique et linguistique, porté par l'élève autant que par l'enseignant ou l'enseignant. Elena Maniakis met en regard deux situations d'enseignement à la Légion. Dans la première, outre un apprentissage déficient, la maltraitance linguistique provoque une communication difficile entre les légionnaires et la population locale. Dans la seconde, elle observe une andragogie bientraitante qui débouche sur de meilleurs apprentissages. L'enseignante observée encourage l'étayage des apprenants par les francophones, l'aide mutuelle entre légionnaires allophones et autorise le recours à la langue maternelle en classe. La salle de cours de français, ainsi sanctuarisée, devient le lieu de la bientraitance et de la bienveillance. Pour Magali Janin comme pour Elena Maniakis, la reconnaissance des compétences des élèves, linguistiques ou autres, est bien plus qu'un simple geste d'enseignement. Cette décrispation, cette capacité à se défaire de ses savoirs les mieux ancrés et à s'aventurer dans la reconnaissance des connaissances de l'élève, contribue à un meilleur enseignement. En outre, la bientraitance linguistique envers les élèves allophones a aussi des effets positifs sur les francophones. Donner une place aux potentialités des élèves nécessite de l'empathie et le respect d'autrui, quel que soit son degré d'altérité. C'est un des points saillants de l'article de Noël Azara et Valeria Villa-Pérez, qui observe la bientraitance linguistique à travers sa mise en œuvre dans l'enseignement du français à des adultes en mobilité. Trouver des outils appropriés pour évaluer des compétences et connaissances linguistiques construites pendant un parcours migratoire complexe, loin des codes et des environnements de l'enseignement formel, tel est le défi auquel doit faire face cet enseignement. Une évaluation bientraitante, dans ce contexte, consiste là aussi à prendre en compte le répertoire langagier des personnes, à faire le deuil d'une vision binaire, langue 1, langue cible, à inclure le bricolage plurilingue dans les outils d'enseignement. Toute action est pluricituée et a des effets en cascade, qu'elle soit bien ou maltraitante. Valeria Villa-Pérez et Sandra Thomke s'intéressent à la mise en acte de la bienveillance linguistique. Comment passer de vouloir du bien à agir en bien? À travers l'exemple d'ateliers de langage créatif, une démarche de recherche-action-formation fortement imbriquée dans un territoire urbain, elle dresse une taxonomie des gestes de bienveillance linguistique. Les désignations, les représentations, les attitudes et les gestes de l'enseignement, de la formation, de la recherche sont analysés en interaction. Plus ils sont forts, plus grande est leur capacité à transformer la société. Toutefois, la maltraitance comme la bientraitance repose sur des enchaînements, rappelle Christine Perregaux. Les conséquences, en effet domino des représentations du personnel enseignant sur les modes d'évaluation, de ceux-ci sur l'estime de soi, puis sur les apprentissages des élèves venus d'ailleurs. Elle observe les difficultés qu'ont les enseignants pour mettre en œuvre le prescrit d'une école inclusive, d'autant plus que celui-ci est difficilement compatible avec la culture évaluative du système scolaire français. Les écrits évaluatifs soulignent les manques et les difficultés, en particulier linguistiques, plus que les acquis des élèves allophones. Ces évaluations sont dépréciatives et prescriptives, rarement encourageantes, et Christine Perregaux en constate les effets très négatifs sur l'estime de soi des élèves. Elle souhaite que le corps enseignant reçoive de l'aide pour développer ce qui relève du savoir-être autant que du savoir-faire. Approche réflexive du discours écrit, engagement dans des recherches-actions, initiation à la recherche. Avec Mathieu Marchadour, nous nous intéressons à la condition des personnels éducatifs, qu'il s'agisse d'enseignement, de santé ou d'orientation. Il propose de relayer la parole des enseignants qui se sentent démunis,
et analyse comment ces acteurs composent avec les prescrits institutionnels, les moyens mis à leur disposition et leurs valeurs. Il montre que la capacité à faire preuve de bientraitance linguistique à l'égard des élèves allophones est corrélée à leur propre sécurité linguistique et professionnelle, à la manière dont ils sont écoutés, accompagnés et épaulés, et surtout, que les élèves venus d'ailleurs sont moins singuliers que révélateurs des singularités de l'école. La perspective historique. Sandrine Burgat, puis Claire Colombel-Theuira, Véronique Filleul et Vaimiti Bousquet, et enfin Christian Lagarde, nous rappellent que toute notion et toute démarche, y compris celle de la bientraitance linguistique, s'inscrivent dans une perspective historique. Sandrine Burgat retrace l'histoire des mesures envers les enfants sourds, de l'oralisme à la surmédicalisation, et analyse les obstacles que rencontre l'acceptation d'une éducation bilingue langue des signes français. Elle questionne la pertinence de la précipitation du diagnostic et du geste médical, et montre combien la violence à l'égard des enfants sourds s'exerce aussi sur leurs parents, dépossédés de leur rôle et de leur choix d'éducation par les corps médical et éducatifs. Ces maltraitances s'ancrent dans des représentations négatives de l'altérité, du bilinguisme, mais aussi dans la conception monolingue de la langue française comme seule langue acceptable pour l'État français. Claire Colombel-Theuira, Véronique Filleul et Vaimiti Bousquet confirment à quel point la prise en compte des langues des élèves constitue une bientraitance fructueuse pour l'élève comme pour l'enseignant. Alors que le contexte postcolonial de la Nouvelle-Calédonie est marqué par le plurilinguisme, dans son histoire comme dans sa société, l'éducation plurilingue n'est pas légitimée dans les programmes scolaires calédoniens. La mise en place d'une recherche-action-intervention offre à l'enseignante les conditions d'un retour réflexif. Elle développe une démarche de reconnaissance des langues et des cultures présentes, une évaluation des observables non anticipés autant que des éléments attendus, et met ainsi en place une bientraitance linguistique et didactique pour ses élèves et leurs parents. Enfin, Christian Lagarde analyse le versant juridique et institutionnel de la bientraitance linguistique. Il retrace l'histoire du traitement de la minorité aranaise, depuis le Moyen Âge jusqu'aujourd'hui, et constate la politique linguistique bienveillante du gouvernement catalan envers l'aranais. Mais qu'en serait-il à l'égard d'autres minorités linguistiques, si les cartes géopolitiques étaient différemment distribuées? Plus précisément, cette bientraitance est-elle transposable aux castellanophones, compte tenu du rapport de force historique entre les communautés catalanophones et castellanophones? Quelle serait la part du macrolinguistique sur les politiques linguistiques locales? Entre capacité bientraitante de l'écoute empathique, prise en compte des savoirs et stratégies déjà présents, capacité à construire d'autres relations à autrui ou nécessité d'un questionnement sans relâche des interactions entre les protagonistes, cet ouvrage explore la notion de bientraitance dans de multiples dimensions, didactiques, sociales et sociétales, micro et macro, etc., mais bien d'autres perspectives restent ouvertes, le choix du signifiant bientraitance, le débat épistémologique entre bienveillance et bientraitance, les domaines et moteurs cognitifs ainsi mis en relief, etc. Enfin, reste à explorer l'espace des savoirs sur la bientraitance linguistique dont témoignent les littératies orales ainsi que ceux des régions du monde où tout comme en Occident, le verbe peut faire, défaire, voire faire taire mais aussi faire naître et vivre. Voici bien un bonheur de la recherche, d'autres terrains de réflexion plus loin encore. Luc Bichelet, Anne-Marie Dinvaux. Bibliographie. BICHL Luc. Insécurité linguistique et réseaux sociaux denses ou isolants. Le cas de femmes maghrébines dans la tourmente, in l'idylle numéro 44 2011, 13-25. Blanchet Philippe, Discrimination, combattre la glottophobie édition textuelle Paris 2016. Candide Christine, Apprentissage de la langue, vers l'émergence d'un droit, in l'intégration des migrants en terre francophone, aspects linguistiques et sociaux, acte du séminaire de Neuchâtel, Suisse, 4-5 édition LEP Loisirs et Pédagogie, Le Mont-sur-Lausanne 2005, 41-46. Canguilhem Georges, Le normal et le pathologique, Paris, Presse universitaire de France, 2013, première édition 1966. Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLFLF. L'intégration linguistique des migrants adultes, Ministère français de la Culture et de la Communication, 2005. DINVAUT Anne-Marie. Enfant tuteur, enfant en progrès. J'éducancel et DL. Simon, Repire, français et langue étrangère et régionale à l'école, quelles interactions?
Numéro 29 INRP Paris, 2004 43 62. DINVAUT Anne-Marie. Accueil de stagiaires étrangers et impact sur les gestes professionnels et les pratiques langagières et culturelles dans la classe. In Monsieur Mathé et DL. Simon, Lidil, Altrit et formation des enseignants Nouvelles Perspectives, numéro 39, Université Stendhal de Grenoble, 2009, 73 à 95. Esquivel Adriana, Language Brokering a Dynamic Phenomenon, a Qualitative Study Examining the Experience of Latinao Language Broker, Script Senior Thèse, Paper 52 2012. LABOV William Sociolinguistique, Trad. Hakim Paris, minuit 1976. MORELLAB Anne, Les passeurs de langue, acteurs de l'interculturel en milieu professionnel plurilingue. Le cas des projets miniers en Nouvelle-Calédonie, thèse en sciences du langage, Université de Nouvelle-Calédonie, 2014. RISPAIL Marielle, étudier un corpus d'interaction verbale. Questionnement entre incertitude et certitude, INP Blanchet et Sperluette P. Chardonnay, Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures, approche contextualisée, Editions des archives contemporaines, Agence universitaire de la francophonie, Paris, 2011, 168 à 179. La bientraitance linguistique. Un pari réaliste pour une recherche, horizontale et interventionniste. Anne-Marie Dinvaux. Introduction. Voici l'histoire d'une des mutations de la pensée humaine, celle de la prise de conscience que la bientraitance est un cadre essentiel de l'activité humaine. Elle est née de la maltraitance à son apogée, lors de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord envisagée dans le champ de la recherche et du soin en médecine, ces principes se sont diffusés dans d'autres domaines, en particulier l'éducation et l'accompagnement social. Nous considérons ici la bientraitance d'un point de vue épistémologique. Nous essaierons de rendre compte du contexte scientifique de ce concept, puis de sa mise en œuvre. Ceci nous ouvre deux pistes de réflexion. L'une sur la place et le rôle de la bientraitance linguistique dans la recherche en sciences humaines et sociales, la philosophie, la sociologie, la sociolinguistique. L'autre sur les démarches de narration et de création, les dispositifs ergologiques et socionarratifs, outils pour la construction de savoir et pour l'action. 1. La bientraitance, du domaine du soin à celui de la langue. Nous nous intéressons à la naissance de la notion de la bientraitance, à ses premières mises en œuvre. Puis nous considérons, dans le champ de la communication langagière, la manière dont la bientraitance se manifeste et les obstacles qu'elle rencontre. 1.1. Un historique de la notion. La notion de bientraitance s'est développée à la suite de la bioéthique, qui s'inscrit dans un environnement historique et sociétal exceptionnel, celui des crimes nazis et des usages militaires de l'énergie atomique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah et d'Hiroshima, des physiciens, chercheurs en médecine, militants pacifistes, refusent de dissocier l'activité de recherche et la responsabilité citoyenne. Il en résulte la naissance de la bioéthique. Pluridisciplinaire, elle convoque l'histoire, la philosophie, le droit, la sociologie et les sciences qui peuvent avoir des applications en médecine, en particulier la biologie et la génétique. La transgression majeure que les expérimentations dans les camps nazis ont constituée est jugée et condamnée. La recherche scientifique pouvant s'avérer nocive pour les humains, il est désormais considéré qu'elle requiert un cadre juridique pour en limiter l'exercice. Fagot-Largeau, 2004. En 1947, le Code de Nuremberg impose la règle du consentement libre et éclairé. En 1964, cette règle est complétée par la Déclaration d'Helsinki qui précise que l'intérêt de la science ne doit jamais prévaloir sur le bien-être de l'individu. À ces deux textes viennent s'ajouter des cadrages de la recherche médicale, le rapport Belmont en 1978 aux États-Unis, la création du CCNE, Comité consultatif national d'éthique en 1983 en France. L'UNESCO crée en 1993 un Comité international de bioéthique, CIB, qui rédige en 1997 la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée l'année suivante par l'Assemblée générale des Nations unies. La bioéthique s'intéresse à la procréation médicalement assistée, au clonage d'embryons humains, au prélèvement et à la transplantation d'organes, à l'euthanasie, etc. Le rapport Belmont propose que la recherche médicale soit encadrée par trois principes éthiques,
Lazare Benarroyo 2014. Le principe de respect de l'autonomie de la personne implique son consentement libre et éclairé. Tout soignant doit respecter la dignité et la volonté du patient lors d'une prise de décision concernant sa santé. Tout patient doit avoir la possibilité d'exprimer ses propres croyances et systèmes de valeurs et de prendre sa décision hors de toute contrainte. Le principe de justice. L'obligation morale de répartir de manière équitable les ressources médicales de même que les bienfaits et les risques d'une conduite médicale. Le principe de bienfaisance comprend deux volets, le principe de non-malfaisance et celui de bienfaisance. La non-malfaisance est l'obligation morale de maximaliser les effets favorables et de minimiser les effets délétères des actes médicaux. La recherche ou la pratique médicale doit évaluer le rapport risque-bénéfice, qu'il s'agisse de préserver la santé, de soulager la souffrance, d'améliorer les handicaps et de prolonger la vie. Le principe de bienfaisance repose sur plusieurs règles morales vis-à-vis du patient. Soulager la douleur, trouver l'équilibre entre les risques et les bénéfices d'une intervention médicale, de l'amélioration d'un handicap ou de la prolongation de la vie, favoriser la prévention des maladies. Ces principes ne concernent donc pas seulement la recherche médicale, mais aussi la relation entre le médecin et ses patients ES. Les professionnels l'ES du soin se les approprient. Le care, prendre soin, est valorisé en opposition au cure, focalisé sur la technique. La notion de bientraitance se développe dans le domaine de la psychologie et de la santé, parmi les professionnels de l'enfance, puis s'étend à d'autres domaines. Elle se construit dans l'activité et à partir de plusieurs champs de connaissances. La psychanalyse, en particulier avec Donald Winnicott. La posture de soin peut être comparée à la relation de la mère et de l'enfant. Comme la mère, le soignant aide le patient à passer de l'association dépendance réelle illusion de toute puissance à la capacité d'agir sur son milieu. Ceci passe par une attitude sécurisante, par l'ouverture progressive vers d'autres possibles, mais aussi par la conscience du caractère partagé de la relation de soins. La psychologie, et les travaux de Carl Rogers sur l'empathie et la posture non jugeante due de la professionnelle. La philosophie avec la notion de sollicitude, et plus tard celle de reconnaissance de l'individu. Pour Paul Ricoeur, la sollicitude est centrale et l'équilibre doit être trouvé en situation, entre elle et la technique, entre elle et la règle. Une règle, juste en elle-même, devient inhumaine lorsqu'elle est appliquée de façon aveugle, lorsqu'elle entre en conflit avec la sollicitude. Mais celle-ci présente de grands dangers, car elle nous ramène toujours au subjectivisme, au bon sentiment 1989. Axel Honneth, philosophe et sociologue héritier de l'école de Francfort, a également le souci de l'équilibre entre l'individuel, le social et l'institution. Il considère que la réalisation de soi passe par trois sphères de reconnaissance 2006. La sphère des liens affectifs, la sphère juridico-politique et la reconnaissance des droits et de l'autonomie d'une personne, la sphère sociale qui nourrit l'estime de soi. 1.2. La bientraitance linguistique existe déjà. L'objectif de l'élaboration de la notion de bientraitance linguistique est de mieux comprendre et transformer la société, les politiques linguistiques, éducatives, mais aussi les représentations et leurs effets, les activités langagières. À travers elles, nous tentons de signer, d'écrire, analyser, et ainsi de contribuer à développer des pratiques respectueuses envers les activités langagières et envers leurs acteurs ASS. Par bientraitance linguistique, nous pouvons entendre des comportements au niveau macro, méso ou miso de nos sociétés. En effet, outre les politiques linguistiques, les luttes de groupe contre des phénomènes de minoration et de domination, la bientraitance linguistique peut être présente dans les relations interpersonnelles, au travail, à l'école, dans la vie de quartier, et exercer ainsi une pression sociétale en des points multiples et irriguer des actions plus larges. Les représentations et les savoirs communs devenus gestes culturels sont en mesure de faire obstacle aux politiques linguistiques, ou au contraire peuvent les encourager. Dinvaux 2016 sur 127-128. Si nous analysons les usages de langue et liés aux langues, nous pouvons voir la mise en œuvre de la bientraitance linguistique, avant même que cette notion n'ait été abordée par la recherche et que ces principes n'aient été proposés comme autant de critères pour analyser et inspirer les formes d'action liées aux langues. En voici quelques exemples.
Le principe de respect de l'autonomie de la personne ou des communautés linguistiques est respecté lorsque deux conditions sont présentes, celle du cadre juridique et celle de la faisabilité de son application. Ainsi, une personne est autonome, en capacité d'assurer correctement sa défense, si elle bénéficie du droit à l'interprétation et à la traduction dans une procédure pénale. Le principe de justice, soit l'obligation morale de répartir de manière équitable les ressources, est appliqué lorsque les enfants d'une communauté linguistique, locale et ou d'immigration peuvent suivre un enseignement dans leur langue. Les principes d'autonomie et de justice sont à l'œuvre dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle 2001, qui considère la langue d'une communauté comme l'un des éléments fondamentaux de son identité culturelle. Elle s'inscrit dans la sphère juridico-politique que Honnête considère, nous l'avons mentionné, comme l'une des 3 sphères essentielles de la reconnaissance et stipule que toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle. Toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle. Toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le principe de non-malfaisance, dans le domaine des pratiques linguistiques, est celui pratiqué par des instituteurs ICS du début du XXe siècle en France. Les hussards noirs de la République avaient 2 prescrits contradictoires. Permettre des apprentissages à tous les écoliers ES et enseigner seulement en français, langue de l'État. Yale ont mis en débat ces prescrits avec l'adaptation au local. Les enfants des provinces françaises n'avaient pas tous une égale maîtrise de la langue de l'école, leurs propres ressources, leur connaissance de la langue régionale et leurs valeurs, et ont souvent choisi de renormaliser le prescrit linguistique. Ils ont traduit contenu et consignes, mezza voce, dans la langue de leurs élèves, afin de favoriser les apprentissages. Le principe de bienfaisance repose sur le choix éthique d'agir pour améliorer le sort des personnes concernées par cette action. Pour ce qui concerne l'éducation et la formation, la bientraitance linguistique peut consister à assurer l'enseignement d'une langue, à enseigner différents savoirs dans une langue, ou à bien traiter les élèves et les enseignants ES en respectant et en prenant en compte leur langue comme autant de ressources, même si celles-ci ne font pas partie du curriculum. 1.3. La bientraitance est perfectible. La mise en œuvre des principes de la bientraitance, linguistique ou autre, rencontre des obstacles. Parmi les plus importants, l'évaluation quantitative, l'absence de contextualisation, la subordination des principes de bientraitance à des contraintes organisationnelles. Transformer la réflexion philosophique, sociologique et psychanalytique en gestes professionnels prescrits par l'institution ne va pas sans provoquer quelques paradoxes. Didier Charlan, directeur de la NESM, dans la publication « La bientraitance. Définition et repères pour la mise en œuvre » 2008/3, associe le prescrit de travail, recommandation cadre de référence, et l'expression du patrimoine culturel des personnes engagées dans un métier du soin et ou de L'. Accompagnement, culture de la bientraitance, les deux vont-ils de pair ? Lorsque la bientraitance devient un prescrit institutionnel et professionnel, elle a pour corollaire des outils tels que les grilles de compétences et les évaluations quantitatives. Celles-ci sont difficilement compatibles avec des attitudes et des gestes largement guidés par les valeurs individuelles, l'appréciation rapide de situations inédites et l'adaptation à un milieu souvent labile, peu prévisible. Un autre obstacle est l'impossibilité de mettre en œuvre un principe sans prendre en compte le contexte singulier de l'activité humaine qui est en jeu. Si l'application du droit à la traduction et à l'enseignement ne prend pas en compte la langue effectivement connue et pratiquée par une personne, mais seulement la langue officielle de son État, ni l'autonomie ni la justice ne sont en œuvre. C'est le cas en France, où l'enseignement des langues et cultures d'origine, ELCO, n'a pas été prévu pour les enfants wolophones, bambarophones, etc., d'États d'Afrique subsaharienne, au prétexte que l'une des langues officielles de ces États est le français. L'écart entre le prescrit et le réalisé peut écorner le principe de justice, si celui-ci est subordonné aux contraintes logistiques, ainsi d'établissements scolaires qui priorisent des critères d'organisation des emplois du temps et des espaces scolaires sur l'accès à des enseignements optionnels de langue régionale. Autant d'exemples qui montrent l'extrême porosité entre le traitement des apostrophes. Une langue,
son enseignement, sa place dans la société, etc., et la maltraitance ou la bientraitance envers les locuteurs de cette langue. La bientraitance linguistique va de pair avec la philoxénie, avec le colinguisme, notion élaborée par René Balibar, 1985. Celle-ci a montré comment la coexistence des langues, par exemple dans la Sicile arabo-normande du XIe siècle, allait de concert avec une société tolérante et respectueuse des différentes communautés. Patrice Meyer-Bisch rappelle la définition que Marie Treps donne d'une langue hospitalière, comme la capacité d'intégrer les mots et les savoirs qu'ils portent, venus d'autres langues, et l'étend au comportement langagier. Une langue hospitalière est ici comprise comme un espace au sein duquel les interlocuteurs apprennent à vivre en cherchant les meilleures phrases, les meilleurs mots par l'échange et l'appropriation. Cette langue n'est pas celle du matraquage, de la domination ou de la simplification maximale, celle qui empêche de réfléchir, c'est une langue voulue pour elle-même comme mode de convivialité 2012/92. Ceci nous amène à considérer la recherche en termes d'objectifs, d'usage de la langue, de diffusion, de partage des savoirs élaborés. Nous allons tenter de définir les conditions nécessaires à une recherche qui accorde une place à la bientraitance linguistique, dans ses modalités et dans ses objectifs. Pour mieux circonscrire ce que peut apporter la notion de bientraitance à la recherche, nous aborderons deux questions. Quel est le rôle des usages de langue dans l'élaboration de la connaissance ? Les dénominations, les représentations, le recueil des données, les transcriptions, etc. En quoi ces usages peuvent-ils être bien ou maltraitants ? Quelles peuvent être les préoccupations et les responsabilités d'une recherche sociolinguistique bien traitante ? 2. Concevoir la linguistique et la langue académique, à partir de la notion de bientraitance linguistique. Interroger la bientraitance, linguistique ou autre, implique de mettre le focus sur le sujet qui, écrit La Plantine, 2018/9, doit être compris comme sujet de connaissance, sujet psychologique, politique, juridique et sujet de la langue. Il ne peut être abordé sans s'intéresser à la manière dont il a été l'objet d'extermination, de domination, de discrimination, de normalisation, voire de réification dans les sociétés les plus modernes d'apparence les plus démocratiques, ibidem. 10. 2.1. La nécessaire mise en examen de la langue et des sciences du langage. Comment bien traiter plutôt que corriger. Les universitaires en sciences du langage, aujourd'hui, sont linguistes plus que grammairiens ES. Autant dire que la linguistique s'est affranchie du fantasme de la langue pure et de la correction dans toute sa polysémie. En français, le mot correction réfère à la fois au comportement jugé acceptable, la correction grammaticale, à l'évaluation d'une performance, la correction d'une copie, et à la punition pour punir les écarts à la norme, la correction ultime étant le mythe de Babel qui punit la coopération entre les humains. Cependant, la doxa du français correct, du proper English, de l'espagnol correcto, etc., règne encore largement dans nos sociétés, et pour la déconstruire, les recherches en sociolinguistique et en sociodidactique méritent renforcement et diffusion. Cela vaut pour la linguistique de langue minorée. Leurs locuteurs et leurs défenseurs confondent parfois la norme linguistique avec la légitimité et le rayonnement qu'ils appellent de leurs vœux. 2. Quels usages de langue pour la recherche ? Outre que les recherches en sociolinguistique et en linguistique peuvent s'inspirer des recherches sur la bientraitance dans d'autres disciplines, la langue peut contribuer à une recherche plus objective, quelle que soit la discipline. En effet, la langue, qui sert à nommer les catégories créées, véhicule et renforce les grilles de lecture. La police de la langue y contribue également. Prenons pour exemple le récent tumulte autour du mot et de la notion de race, de racialisation. Dans un premier temps, la notion de race fut créée dans le contexte de l'esclavagisme puis de la colonisation, et permit d'assujettir le réel au projet de groupe dominant. Elle servit à justifier, à entériner et à encourager des hiérarchisations et des pratiques discriminatoires bien réelles sur la durée. L'avancée de la réflexion, dans le contexte des indépendances et des luttes, amena à retirer le mot « race » de la Constitution française de 1958, tout en le laissant dans le préambule de 1946. Atermoiement linguistique qui révèle une crispation conceptuelle, les textes continuent à valoriser un objet, notion, la race, même lorsqu'il est avéré ne pas exister. Mais prohiber le mot « race » est pour certains le prétexte pour le déni, nouvelle pratique discriminante.
prétendre que si la race n'existe pas, le racisme n'existe pas plus, ou à tout le moins que la lutte contre les comportements racistes n'est pas prioritaire. 2 solutions au moins sont disponibles pour éviter cette dérive, et sont envisageables pour d'autres terrains de réflexion que celui de la discrimination au prétexte de la race. L'une est d'élargir l'empan de la recherche, l'autre est de déplacer son focus. Élargir l'empan implique l'observation et l'analyse des phénomènes de pluricausalité, et de la manière dont ces causes plurielles gagnent en force, soit toxiques, soit positives par leur coprésence et leurs interactions. Kimberlé Crenshaw, sociologue africaine-américaine, encourage à élargir l'empan de la recherche avec le concept d'intersectionnalité, qui permet d'analyser les rapports de domination et les discriminations dans leur imbrication et leur complexité. Il éclaire ce en quoi la hiérarchisation des luttes constitue une hiérarchisation des groupes concernés. Cette approche, souligne Laurence Decoq, Mathilde Larère et Guillaume Mazot, 2019/23, est valide pour l'histoire autant que pour la sociologie, car elle évite que l'histoire ouvrière ne se fasse au détriment de celle des travailleuses ou de la main-d'œuvre immigrée, l'histoire des femmes au détriment de celle des racialisées. Elle l'est aussi pour les sciences de l'éducation, pour la sociolinguistique orientée vers la sociodidactique, dans la mesure où les usages de langue, y compris par l'institution, font partie des facteurs d'inclusion comme d'exclusion. La langue de l'institution fait partie de ces outils d'action. Déplacer le focus signifie modifier l'objet de la réflexion, donner la priorité aux pratiques sociales, linguistiques et culturelles, plutôt qu'aux objets et notions construits à partir de ces pratiques. Si la réflexion sur les discriminations raciales, au lieu de s'en tenir à la notion et au construit social, la race, s'était davantage intéressée aux pratiques des sujets, le problème de terminologie pouvait être résolu dans les textes de la Constitution. Le mot racialisation, créé dans les années 1970 par Colette Guillaumin, sociologue française, permet cela, dans la mesure où il désigne la pratique d'exclusion. Reste encore un point de langue à résoudre. Les termes associés à la racialisation, personnes racisées ou racialisées, ne désignent pas les coupables de cette pratique, mais leurs victimes. Il s'agit d'une nouvelle catégorisation, à manipuler avec d'autant plus de prudence qu'elle n'est valide qu'en situation et qu'elle risque d'induire une vision victimaire, de réduire des personnes à leur statut d'opprimées et de les exclure du champ politique. Assez curieusement, le terme racialisateur ne désigne pas dans certains milieux militants francophones les personnes racistes, mais les personnes racisées qui militent contre le racisme et son invisibilisation. En effet domino, les antiracialisateurs traices sont ceux et celles qui envisagent une hiérarchie des luttes et des causes. Les actes de racialisation sont, dans ce schéma, jugés comme secondaires. Leurs victimes sont priées d'adhérer à cette grille de lecture et sont à nouveau invisibilisées. Cet exemple, à partir du mot race et des mots associés, montre à quel point la première bientraitance linguistique est de trouver le mot juste, à plusieurs titres, précis et qui rendent justice à chacun eux, sans enfermer qui que ce soit dans une catégorie asséchante. Il montre aussi la difficulté à articuler les différents points de vue et les actions induites par les catégorisations, et l'importance de concilier la construction de grilles de lecture partageables, celles-ci induisent la catégorisation, et la prudence vis-à-vis de ces mêmes catégories. Autre centre d'intérêt pour la recherche en sociolinguistique, le langage scientifique. Le géographe Simon Springer, 2018, conteste le langage spécialisé de l'université, ainsi qu'une géographie enfermée dans des cadres exclusivement réalistes, scientifiques ou empiriques, qui sont aussi des champs discursifs pourvus de leur jargon propre. 2018/31. La question de la diffusion des savoirs académiques concerne ceux et celles qui les élaborent, comme le soulignent Decoq, Larère et Mazot, 2019/68-69, à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Tous les étudiants ne sont pas réceptifs à la pédagogie de la perfusion frontale, descendante, encore si fréquente dans les facultés. Les chercheurs CES ne peuvent esquiver cette question. Encore trop d'étudiants ES n'ont pas accès au savoir académique, en raison d'obstacles linguistiques plus que cognitifs. Enseigner dans une langue accessible à peu d'étudiants ES revient à accentuer la sélectivité sociale, à privilégier l'entre-soi, à refuser de partager les savoirs construits. Penser la bientraitance dans la recherche est indissociable de la question de l'éthique et des apports de la connaissance à la société. Dans un essai à visée épistémologique,
Geoffroy de Laganerie reprend à son compte la question posée par Judith Butler en 2016. Peut-on mener une vie bonne dans un monde mauvais ? Et développe la nécessité de faire comparaître la culture devant la société. 2017/15. Questionner la bientraitance linguistique nous amène, à l'instar de Laganerie, à faire comparaître la langue devant la société, particulièrement la langue au service des savoirs. Dans quelle mesure les pratiques langagières du monde académique permettent-elles une meilleure diffusion et une élaboration concertée des savoirs, une conceptualisation qui ne soit pas l'apanage de quelques-uns ES ? Une étape importante de la diffusion des savoirs savants est leur transposition didactique dans l'enseignement universitaire. La bientraitance linguistique élémentaire consiste alors à ne pas jargonner et à éviter le seul usage de la langue académique, à multiplier les passerelles entre elle et la langue du quotidien, à aménager les conditions pour que les étudiants ES comprennent et s'expriment en termes académiques. 2. 3. Quelle littératie pour la recherche ? Les écrits et la parole académique ne sont donc pas seuls en cause dans la création de ce que l'on pourrait nommer une recherche gardée, réservée aux chercheurs ES. En effet, les disciplines universitaires sont plurilittéraciques, construisent et diffusent leurs connaissances à l'aide d'écrits, de schémas, graphiques, etc. Les dénominations des catégorisations académiques, les langages pluriels des disciplines scientifiques sont étroitement liés, et contribuent à la fois à construire les représentations, à agir dans le monde social, à écarter ou à inviter les groupes sociaux éloignés du monde académique. Springer montre pour la géographie comment la cartographie peut être constitutive de la logique d'État, et il invite à dissoudre tous les schèmes de catégorisation et de classification qui défendent la permanence spatio-temporelle, 2018/97. Nous aborderons plus loin comment cela peut être envisagé, dans une démarche de bientraitance à la fois linguistique et cognitive, et grâce à des démarches créatives et narratives. En effet, réduire la bientraitance linguistique à des usages de langue ou de plurilittératie ne suffit pas. L'enseignant chercheur n'a pas seulement à traduire la langue académique, il a pour tâche d'ouvrir les voies de la conceptualisation. 3. Une linguistique et une sociolinguistique bientraitante ? Les disciplines qui explorent déjà la notion de bientraitance peuvent inspirer les travaux de la sociolinguistique et de la sociodidactique. Elles ne mentionnent pas nécessairement le mot bientraitance, mais présentent des notions voisines ou constituantes de la bientraitance, la relation Devo, Bitbol, Rosa, la reconnaissance, Honnête, la résonance, Rosa, l'hospitalité, Lévinas. Il ne s'agit pas de transférer un modèle explicatif d'une discipline à une autre. Le cas du darwinisme social, terme qui désigne la manière dont Spencer a appliqué la théorie de l'évolution et la notion de compétition à l'analyse de la société, et a ainsi imprudemment lié loi biologique, loi de développement de l'individu, loi de développement socioculturel, Beckmont 2004. 93 montre largement les risques d'une telle démarche. Nous envisageons plutôt d'emprunter la route proposée par Laplantine, encore inhabituelle dans le monde académique. Autoriser la reconnaissance et l'intersubjectivité à précéder la connaissance et la subjectivité, 2018/11. Nous aborderons dans différentes disciplines les gestes de recherche qui répondent aux critères de la bientraitance pour ce qui concerne l'approche des concepts, le mode de recueil de données, la transposition didactique des savoirs académiques et enfin la posture des chercheurs ES. Pour les sciences du vivant comme pour les sciences sociales, ces gestes sont autant d'indicateurs et de facteurs du questionnement de nos catégorisations, de nos représentations et de nos hiérarchisations, d'une contextualisation qui articule le singulier et le général, de l'adoption d'une recherche interventionniste et enfin, de la cohérence entre posture de vie et de recherche. 3.1. L'interaction entre catégorisation et représentation. Nous ne pouvons prétendre, ni pour étudier le monde du vivant, ni pour analyser les pratiques langagières, à la neutralité et l'objectivité. Ce sont des horizons qui ne cessent de se dérober. Selon Michel Bitbol, qui conteste le modèle binaire de la théorie classique de la connaissance, c'est-à-dire le schéma de la relation transcendante entre une entité-objet à qualifier et un instrument de qualification, 2010/167, la méthode pour accéder à la connaissance ne peut consister qu'à mettre en place des réseaux de relations entre phénomènes observables, ibidem. 23.
Les catégorisations sont des instruments qui ne nous permettent pas de rendre compte du réel, mais en perturbent notre appréhension et notre lecture. De plus, elles nous orientent vers des modalités cognitives discriminantes à plusieurs titres, Deneau 2018/20. Elles sont toujours nées dans un contexte, et sont en cela relatives et sujettes à caution. Elles réduisent la possibilité de comprendre la complexité et la richesse de ce que nous observons, car elles l'enferment dans des grilles de lecture préalables à l'observation. Certaines catégories nous sont si familières que nous oublions que nous les avons construites pour rendre compte du réel, mais qu'elles ne sont pas ce réel. Une recherche bien traitante suppose la capacité à bousculer nos représentations et nos hiérarchisations, dont celle héritée du siècle des Lumières et du darwinisme. L'être humain n'est pas le seul à être doté de raison et de compétences sociales. L'évolution n'est pas nécessairement le fruit de la compétition féroce. Nous pouvons questionner la place respective de la maltraitance et de la bientraitance dans le monde vivant, autant que sa mise en miroir avec le fonctionnement humain. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, ingénieurs agronomes et chercheurs en biologie, constatent que la croyance selon laquelle la compétition et la prédation régissent le monde vivant a pesé sur les expériences et sur les recueils de données des biologistes et des écologues. Naturellement, c'est ce qu'on a fini par observer, 2017/33. Ils font la revue de plusieurs disciplines et montrent comment, depuis les années 1970, les écologues observent les relations mutuellement bénéfiques entre plantes, 2017/33. Ces relations ne sont pas forcément structurées par la compétition et la prédation, mais aussi par la facilitation. Servigne et Chapelle convoquent deux mythes qui ont encouragé à ne pas prendre en compte cette part considérable du réel. Celui d'une nature régie par les lois de la domination et de l'agression, et celui qui en découle, d'une nécessaire séparation entre nature et culture, entre corps et esprit. La réflexion politique, le droit, l'économie, mais aussi la linguistique sont influencés par ces croyances, en particulier celle selon laquelle la compétition prime sur l'entraide. Kropotkin, en histoire, a déconstruit ces représentations et a montré les effets du génie social 2018/1906/166, des humains plus puissants que leurs instincts antisociaux et individualistes. Il questionne la validité des travaux des historiens. Ils transmettent à la postérité les descriptions les plus minutieuses de chaque guerre, de chaque bataille ou escarmouche, de toute contestation, de tout acte de violence, de toute espèce de souffrance individuelle, mais c'est à peine s'ils portent quelques traces des innombrables actes de soutien mutuel et de dévouement que chacun de nous connaît pourtant par sa propre expérience. Naturaliste et anarchiste, Kropotkin développe l'idée selon laquelle, à côté de la lutte pour l'existence entre individus, il faut admettre, comme un facteur prépondérant pour l'évolution, l'aide mutuelle que se prêtent les individus et qui permet à l'espèce de survivre à travers les individus qui la composent. Angot 2009/2. Sa réflexion nous invite donc à modifier notre focus, c'est-à-dire à ne plus prioriser les catégories que nous avons construites, mais les relations entre les humains et celles entre les différents éléments d'un milieu. Plus récemment, des historiens prônent une historiographie tournée vers le monde et les mondes divers plus que vers les empires et les nations, Boucheron et Delalande, 2013. Une telle ambition, explique Sanjay Subramaniam, implique un intérêt pour la microhistoire, l'histoire culturelle. Elle implique de s'affranchir des frontières politiques et des conventions historiographiques. En cela, l'histoire connectée telle qu'il la défend, s'oppose à la fois à l'histoire nationale et au comparatisme, où les objets comparés seraient les États-nations, Boucheron et Delalande 2013/66. L'intérêt de cette historiographie pour des thématiques transversales, les espaces maritimes, la construction de navires, les marchands indiens, transforme en profondeur la méthodologie de l'historien. L'histoire des êtres humains prend le pas sur celle d'objets tels que l'Empire romain, la préhistoire. Elle amène à confronter des points de vue différents, des archives de sources officielles et non officielles, et ceci dans plusieurs langues. La prise en compte des pratiques plurilingues et de la diversité linguistique élargit l'empan du regard de l'historien, Ibidem 61/70. Elle constitue une bientraitance envers les peuples dont l'histoire est écrite, et fait partie du fondement éthique de la méthode de recherche. Pour Boucheron, l'enjeu est de passer de l'histoire globale la plus surplombante à l'histoire à parts égales, 2013/12. La croyance en la nécessité de la compétition et en la survivance du plus apte, concept plus propre à Spencer et à Malthus qu'à Darwin lui-même, Beckmont, 2004,
a souvent été présente dans l'analyse des langues, des politiques linguistiques, qu'il s'agisse de justifier la défense des langues minorées ou la domination des grandes langues. Or, les langues ne sont pas des espèces vivantes. Elles sont le résultat de pratiques sociales. Les langues dominantes ne sont pas plus utiles ni appropriées que les langues de moindre diffusion. En outre, il est hasardeux de superposer les supériorités économiques et linguistiques. Les locuteurs francophones seront très bientôt plus nombreux en Afrique qu'en Europe, et être le berceau de la langue française ne justifie plus de prérogatives. Achille Mbembe et Alain Mabankou, dans leur plaidoyer pour une langue monde, regrettent l'idéologie discriminatrice et ethno-nationalitaire d'une francophonie engoncée et désuète. À rebours d'une conception coloniale et hégémonique de la langue française, ils invitent à la prise en compte de la déterritorialisation linguistique et du brassage accéléré des idiomes, au sevrage du lien entre la politique de la langue et la politique française de puissance, et militent pour une langue monde, une langue de l'an commun, 2018 sur 61-67. 3.2. Contextualiser, privilégier l'articulation du singulier et du général. Le chercheur en sciences humaines tente de saisir un réel qui se dérobe sans cesse. Yale construit son objet de recherche et le contexte de celui-ci. Yale identifie, dans l'environnement de l'objet de recherche, tout ce qui lui paraît être des éléments de contexte utiles à la compréhension de ce qu'il questionne, ce qui fait sens pour lui, mais aussi pour ses informateurs, pour les protagonistes de l'activité humaine qu'il observe. Observer, recueillir, analyser ces éléments du contexte et leurs interactions. La contextualisation amène à ne pas considérer les relations de cause à effet comme des liens directs, mais comme un système complexe, dont les composantes sont multiples et peuvent se réagencer différemment selon les circonstances. Dinvaux 2016 sur 134-135. Ceci amène nécessairement à une tension entre, d'une part, la prise en compte du fait que chaque individu, chaque groupe, compte tenu d'un contexte particulier, ne peut être réduit à une catégorie et vit un parcours singulier. D'autre part, la préoccupation d'extraire des nouveaux savoirs construits sur une situation particulière, ce qui pourra contribuer à une meilleure compréhension d'autres situations. Cette articulation du singulier et du général est essentielle pour deux démarches qui guident notre réflexion, et dans lesquelles nous situons nos travaux, l'ergologie et la théorie narrative. Ces deux dispositifs visent à construire de nouveaux savoirs qui prennent en compte la singularité d'une personne, d'un groupe, pour agir sur une situation particulière et pour contribuer par ailleurs à un savoir plus vaste et partagé par la communauté des chercheurs ES. L'attachement au singulier, au micro plutôt qu'au macro, amène à valoriser la recherche qualitative. Alain Deneau, qui regrette que la narration sensible du réel soit désormais subordonnée aux réalités comptables de la névrose savante, 2018 sur 8, nous invite, lui aussi, pour lire et comprendre notre monde, à compter plutôt qu'à compter. Ce qui implique, pour un chercheur en sciences humaines et sociales, de compter et d'écouter compter, de prendre en compte les personnes dans leur complétude. Dans toute situation ou activité en effet, nous engageons notre corps soi, c'est-à-dire notre personne physique, psychique, culturelle, cérébrale, y compris dans nos résistances, nos refus parfois d'investir notre corps ou notre part d'affectivité. Notre histoire, notre relation à l'institution, à la société, à notre communauté participe également de nos choix, de nos gestes, de nos attitudes. Ainsi, lorsque nous apprenons une nouvelle langue, nos normes antérieures, esthétiques, sociales, culturelles et physiologiques, influeront notre réception ou notre production dans la langue cible. Selon Rita Charon, le rôle d'un médecin qui adopte la médecine narrative consiste à écouter attentivement, comme une experte, des récits extrêmement compliqués, racontés par des mots, des gestes, des silences, des changements dans le corps, des dessins, des images et des résultats d'examens de laboratoire, et synthétiser toutes ces histoires en quelque chose qui ait un sens provisoire, suffisamment de sens, grâce auquel on puisse agir. 2015 sur 31. Ce que nous venons d'aborder, la déconstruction des catégorisations, une contextualisation qui privilégie l'attention au complexe et au singulier, va de pair avec une conception qualitative de la recherche, conçue comme un outil d'intervention sociale, Blanchet et Rispel, 2011. Une telle recherche a la préoccupation de contribuer positivement par la construction de nouveaux savoirs à la situation et aux conditions étudiées. Elle peut s'ancrer, en termes de posture de recherche, dans la relation, et en termes de dispositif, dans la narration.
3.3. Un recueil de données adapté et bien traitant. Le recueil d'éléments multiples et en interaction, conjugué à la prise en compte de l'historicité et du corps soi des protagonistes d'une situation, amène nécessairement à un recueil de données adapté. Il ne suffit pas de recueillir et d'analyser la parole des personnes. Il est important de les engager dans l'élaboration des savoirs, et de mettre en place un partage plutôt qu'un recueil de données. D'une part, la personne en activité de recherche construit de nouveaux savoirs à partir de la mise en dialogue de ses savoirs experts et des savoirs d'expérience de la personne dont elle analyse l'activité, qu'il s'agisse du parcours du malade, de l'activité professionnelle, langagière, etc. D'autre part, ces nouveaux savoirs sont mis à disposition des patients ES, des soignants ES, des enseignants ES, des apprenants ES. Le chercheur ne se contente pas d'observer et d'analyser les conséquences des catégorisations et des hiérarchisations sur l'agir professionnel, mais il accompagne les professionnels ES, les aidants ES, les parents dans des processus réflexifs et dans la construction de gestes bien traitants. Pour cela, les données recueillies sont considérées comme des ressources mutualisables. Pour que la recherche puis la transposition didactique des savoirs académiques, en formation d'enseignants ES, contribue à la déconstruction des catégorisations et hiérarchisations, en d'autres termes pour que la recherche soit bien traitante à la fois dans ses objectifs et dans ses modalités, il est essentiel de considérer les personnes engagées sur le terrain que nous étudions comme des partenaires de la recherche. Ceci nous amène à un élément fort d'une recherche bien traitante, la relation. C'est une notion aujourd'hui largement explorée dans les disciplines pour lesquelles la recherche est l'un des versants de l'activité professionnelle, l'éducation, le travail social, la psychologie. Jean-Baptiste Desvaux, psychologue clinicien et psychanalyste, souligne que l'accompagnement n'est possible que par l'authentique co-expérientiation d'une relation partagée, 2016 sur 151. Mais c'est également le cas pour d'autres sciences sociales et humaines. Hartmut Rosa se propose de poser les bases d'une sociologie de la relation. Il puise pour cela dans différentes sciences humaines et sociales et dans la littérature. Il s'intéresse moins à un objet de recherche dont on pourrait définir et stabiliser les contours, qu'au sujet dans sa dimension holistique, dans sa relation au milieu et aux autres, dans son histoire. Une sociologie de la relation au monde n'ancrera pas ses analyses dans le champ des idées et des intérêts, mais dans celui des sensibilités existentielles qui se constituent historiquement, 2018 sur 37. Pour leur recueil de données, les chercheurs ES ne se contentent alors pas d'observer et d'analyser les comportements et les discours, mais donnent la parole et sont à l'écoute. La mise en récit qui éclaire les choix, les contextes, les valeurs des personnes, prend le pas sur les questionnaires et les témoignages. C'est le cas pour l'ergologie et la médecine narrative. Deux modes de recherche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.